Alors, j'aimerais revenir à la question du surmoi pour Anna Freud. Donc, il y a un moment où elle parle aussi d'une chose intéressante, ça veut dire d'une double morale. C'est à quelle page ça? C'est la page 63, qui est une chose plus ou moins évidente si on réfléchit, n'est-ce pas? La morale pour soi et la morale pour les autres. N'est-ce pas? Il y a une double morale chez les enfants, surtout pour les parents, n'est-ce pas? Et la morale... Chez les adultes aussi. Chez les adultes aussi. Moi, quand je vais dans une voiture avec quelqu'un qui roule un peu trop vite, et, c'est un peu le... Oui, il y a une morale dans la voiture et une morale en dehors de la voiture. Aussi, oui, comme ça s'appelle la loi, c'est une loi physique, c'est la loi de l'entonnoir. C'est grand pour moi et petit pour les autres. C'est comme Dingo qui oui, est au volant. Dingo au volant, c'est génial. Ça montre bien cette ça montre bien le démon, hein, parce qu'il devient avec des cordes, c'est le démon qui sort. Elle parle un peu de l'origine du surmoi. Elle parle même de surmoi exigeant à certains moments. Elle dit, nous apprenons auprès d'une névrosée adulte, c'est à la page 83, à quel point le surmoi est inattaquable par la raison, avec quelle énergie il résiste à toute tentative de l'influencer du dehors, et comme il s'oppose à toute diminution de ses exigences, tant que nous ne l'avons pas démembré biographiquement par l'analyse, et que nous n'avons pas ramené chaque commandement particulier et chaque défense à une identification avec une des personnes qui ont été aimées et respectées au cours de l'enfance. Okay? Donc là, elle parle presque de l'origine du surmoi et qu'il surgit à l'enfance autour de la question de l'amour. Okay? L'amour pour les parents, et elle montre bien comment c'est influencé du dehors. Maintenant, elle laisse entendre que chez l'adulte, les choses sont faites. C'est comme si le surmoi, il ne bougeait plus et ne serait plus influencé par le dehors. Donc il n'y a pas besoin d'analyse chez les adultes. Il a besoin, n'est-ce pas, mais comme s'il était imperméable aux valeurs sociales. Qui changent, parce que les valeurs sociales, elles changent. Si je pense au monde en 1968, lorsque j'étais déjà en train de devenir adulte, et maintenant, le monde a changé énormément, et puis la morale aussi, et ça nous influence. La question de la morale, elle est représentée par les lois, par les choses écrites, c'est-à-dire des représentations de la langue. Tandis que le surmoi, peut-être qu'elle en parle, et c'est peut-être un surmoi plus précoce, c'est une constitution. C'est comment le sujet va constituer ce surmoi qui peut-être a une partie innée. Parce que pas selon elle. Oui, bien sûr que non, mais Mélanie Klein, elle n'en parle pas non plus, mais il y a quelque chose peut-être de constitutif, et puis il faut entrer en ligne de compte. Mais elle dit une chose assez similaire, c'est à la page 60, elle dit que c'est à propos de la névrose, le monde extérieur jouerait un plus grand rôle dans le mécanisme de la névrose chez l'enfant que chez l'adulte. Le monde extérieur aurait dans le mécanisme de la névrose. Mais ça, c'est bizarre. C'est ce que j'allais dire, je trouve bizarre. C'est parce que l'enfant est en formation. Oui, je suis d'accord. Évidemment, je suis d'accord, parce que la question aussi des valeurs morales, c'est comme la question du langage. Okay? L'enfant, il a cette fenêtre pour apprendre une langue pendant l'enfance, qui se ferme un peu, qui se rigidifie un peu, et c'est beaucoup plus difficile d'apprendre une langue plus tard. Mais on peut apprendre une langue à n'importe quel moment de la vie. Et donc la question des valeurs morales, c'est la même chose. Il y a, dans ce moment de cette fenêtre de l'apprentissage de la langue, il y a, avec l'apprentissage de la langue, l'apprentissage des valeurs morales. Mais c'est vrai que l'enfant est plus malléable, il est plus malléable. Et plus poreux aussi. Oui, mais de là à dire que les choses sont faites...
Mais en même temps, les enfants sont en même temps très pris dans le pulsionnel, donc ils peuvent être très têtus dans leur comportement. Oui, ce qui sera moins le cas de l'adulte. Mais donc, il y a une lutte entre le pulsionnel et l'extérieur. Du reste, l'éducation, c'est tout à fait ça. Il y a ça. Hein. Oui. Et que petit à petit, leur personnalité cède parce que aussi l'enfant grandit puis trouve d'autres moyens de jouissance. N'est-ce pas? Il y a ce qui sont donc, elle dit que le surmoi devient autonome des influences externes, n'est-ce pas? Un peu comme si l'extérieur, il cessait d'influencer. Je vais vous lire un petit mot. C'est un peu idéalisé. C'est à la page 84. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que son père, il est un peu derrière certaines idées, n'est-ce pas? Presque. C'est très difficile de dire lesquelles sont à elle, lesquelles sont à son père. Elle dit, je crois que nous sommes arrivés à la différence de principe la plus importante entre l'analyse des adultes et celle des enfants. Nous nous trouvons avec l'analyse de l'adulte dans une situation où le surmoi a atteint l'autonomie à l'égard des influences du monde extérieur. Nous n'avons alors rien d'autre à faire qu'à élever au même niveau, en les amenant à la conscience, toutes les impulsions appartenant au ça, au moi et au surmoi, qui ont contribué à la formation du conflit névrotique. Et ensuite, plus tard, elle parle du rapport du surmoi à l'amour et à l'autorité. Mais il faut faire rentrer dans l'analyse infantile tous les cas dans lesquels le surmoi n'est pas encore parvenu à l'autonomie, où il travaille encore visiblement par amour pour ceux qui le dirigent, parents et éducateurs, et suit dans ses exigences toutes les fluctuations des rapports avec cette personne aimée, comme aussi toutes les modifications de leur jugement à elle. Donc c'est comme s'il y avait une plasticité chez l'enfant liée à l'amour et que ensuite ça devient autonome et c'est comme si c'était intériorisé, c'est bon, maintenant on n'a plus d'influence externe. Mais c'est ce côté carré c'est très bien que vous citiez ça, parce que ça c'est un des aspects qui me dérange dans ce texte. Parce que si on met bout à bout les choses, ça veut dire qu'il y a le fantasme d'une analyse un peu organisée pour l'enfant et qui se fait dans de rares cas, complètement à l'opposé de Mélanie Klein, pour qui on peut tout faire. Et puis elle a le fantasme, Anna Freud, d'une analyse pure chez l'adulte. C'est comme si chez l'adulte, il y avait un truc qui était pur, parce que l'adulte, il est autonome, donc il a un surmoi qui est constitué, donc il est maintenant, comme il est constitué, il n'est pas influencé par l'extérieur, ce qui ne correspond pas à la réalité de notre clinique, je trouve, parce qu'il y a toujours un mélange des deux. Et tous les mouvements de mimétisme qu'on voit actuellement, réseaux sociaux, les gens qui deviennent dingues sur Internet, si ça c'est pas l'influence, toute cette espèce de dinguerie qui peut être provoquée par les réseaux sociaux, cet acharnement dans les réactions à des articles de journaux, etc. Si là il n'y a pas une influence extérieure, c'est quand même bizarre. Donc je ne vois pas en quoi l'adulte ne serait pas influencé uniquement par l'analyste ou par ce que c'est dire. Et puis il y aurait un transfert complet sur l'analyste dans une analyste pure chez l'adulte. Si je mets bout à bout les choses, ça veut un peu dire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Bon, il faut dire qu'à ce moment-là, elle a commencé à recevoir déjà des aides. Peut-être pas ce moment-là, mais un peu plus tard, elle a commencé à recevoir des adultes et tout de suite, elle est devenue didacticienne, ça veut dire formatrice. Elle donnait des supervisions, elle formait des nouveaux psychanalystes, et ça à l'âge de 35 ans. C'était impressionnant, comme les choses allaient vite à l'époque. Mais de A à Z, c'est un peu idéalisé, c'est-à-dire... il y a bien sûr des choses très intéressantes parce que il y a des choses très appuyées sur la pratique. Mais le début, c'est très idéalisé. C'est la théorie psychanalytique presque qui va sauver tout le monde. Donc, elle parle peu d'ailleurs de guérison et de... Bon, lorsqu'elle parle de guérison,
de direction de la cure, c'est presque plus compliqué parce que je ne sais pas si c'est idéalisé. Elle entre dans la question, je vais revenir sur ça, sur la différence du normal et du pathologique. J'aimerais encore une dernière chose sur le surmoi, c'est que lorsqu'elle fait cette différence entre le surmoi tel qu'elle le conçoit et le surmoi kleinien, elle touche la question de l'objet interne qu'elle dissocie de l'objet externe. Donc, c'est comme si elle critique aussi l'idée d'objet interne propre à Melanie Klein et propre à Ferenczi. Parce que là, à certains moments aussi, elle se distingue de Ferenczi, même si elle cite Ferenczi d'une façon bienveillante à certains moments. Je vais vous lire ici cette question de l'objet. Elle dit « Si l'enfant était vraiment tombé malade à la suite d'une trop grande exigence de son surmoi, les témoignages de tendresse de ses parents n'auraient pu avoir aucune influence sur son symptôme. » Donc c'est une critique un peu à Melanie Klein ici. Mais si la cause de son angoisse était vraiment la peur du déplaisir des parents, c'est un peu sa thèse, réellement présents dans le monde extérieur et non pas de leur image, il est alors facile de comprendre que sa maladie ait pu être ainsi écartée. C'est quelle page, ça? C'est la page 86. Okay. Okay? Donc, elle dit que l'image qu'ils ont des parents est moins importante que les parents réels. Je ne sais pas si elle donne une certaine importance à cette image. Bon, elle l'est dans un truc plus... En même temps, on peut dire aussi qu'elle est dans quelque chose de très pulsionnel, où il y a l'idée d'avoir un gain narcissique, la gentillesse des parents, donc elle... Ouais, je sais pas.